L'invité café. Alors, il est toujours sollicité pour nous commenter l'actualité politique du moment, pas uniquement en période électorale. Alors, son avis est toujours pertinent parce que critique, sans parti pris, avec le recul un peu du professeur qui va parfois chercher la petite nuance, le petit effet que l'on ne voit pas tout de suite, mais qui, après coup, résonne tellement comme une évidence. Bonjour, Semir El Ouardi. Bonjour. Vous êtes donc professeur des universités en sciences politiques à l'université donc de Polynésie. L'actualité politique nous sert depuis les territoriales un plat plutôt copieux. Les 100 jours du gouvernement Broderson, les promesses électorales du Tavini, l'affaire de l'OPH, la guerre des chefs ou des présidents, les déplacements, les visites de travail du président qui ont agité d'ailleurs la séance d'hier à travers une question orale. Et puis approche donc au bout du chemin, à l'horizon, on va dire New York et l'ONU. Première question, c'est Semir El Ouardi. Quelle impression, même s'il faut se méfier, c'est vrai, des toutes premières impressions, quelle image vous laisse ce gouvernement Broderson ? Alors, si on s'appuie sur la campagne électorale et tout ce qui avait été dit pendant la campagne électorale par Motei Broderson, on sait que l'intention du président est de changer la société. Et changer, quand on dit changer, c'est changer de fond en comble. Par exemple, la fiscalité, pour aller pour plus d'équité. Et changer la fiscalité demande beaucoup de temps, parce que c'est un chantier énorme. Et donc, si vraiment Motei Broderson avait pour intention de changer la société en profondeur pour qu'elle soit plus juste, plus équitable, vous comprenez qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que imaginer qu'au bout de 100 jours, eh bien, on aura déjà des résultats, ce n'est pas possible lorsqu'on a ce type d'ambition, justement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a demandé à un moment donné, toute l'année 2024, pour véritablement aller au fond des choses. Et encore, les politologues pensent que changer une société en un an, c'est déjà une gageure. Ces 100 jours n'ont servi à rien, alors ? Alors, si, ça a servi pour la communication politique. On sait très bien que les peuples aiment être informés, partager finalement les questions publiques, etc. Donc, on peut dire que sur le plan... D'ailleurs, ça a été apprécié. Hein, quand vous avez fait un radio-trottoir, ça a été apprécié. Donc là, il s'agissait d'informer la population sur ce qui va se faire, quels sont les problèmes, demander quels sont les problèmes. Donc là, non, il y a eu une utilité. Alors, l'opposition, cela dit, s'impatiente. Elle trouve qu'on est trop dans les généralités, loin de la réalité, dans la théorie. Les actions pour lutter contre la vie chère se font attendre. Elle a raison de s'impatienter, l'opposition ? Alors, on va dire clairement, c'est son rôle. Quand on est dans l'opposition, eh bien, on a pour tâche d'abord d'informer la population sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, et ensuite de s'opposer. Il ne faut pas oublier la phrase de Montesquieu, lorsque vous n'entendez aucun bruit dans une démocratie, c'est que la liberté n'y est pas. Donc, là, on peut dire que l'opposition est dans son rôle. En tout cas, cette impatience s'est exprimée hier lors de la séance des questions orales à l'Assemblée et de la bouche de représentants donc, du Tapura, qui reproche à voix haute les 5 mois de gouvernance et parallèlement les 6 voyages officiels du président Broderson. Et la réponse ne s'est pas fait attendre de la bouche d'une autre femme, la vice-présidente du pays. Une réponse pour le moins cinglante. On écoute. Le premier mot qui me vient à l'esprit en vous entendant est le mot schizophrénie. Je crois, Madame la représentante, que vous souffrez également d'une autre affection. Elle porte un nom. Monomanie, Madame la représentante. Bon, un diagnostic plutôt violent, c'est le moins que l'on puisse dire. On peut dire, Semir El Ouardi, que là, alors pour ceux qui en doutaient encore, l'état de grâce est terminé. Alors, je vais le regarder autrement, par un autre prisme. C'est une démonstration que je fais à mes étudiants, démonstration selon laquelle le sexe ne détermine pas le comportement. Quand on dit qu'il faut des femmes à la tête de la Polynésie ou de n'importe quel autre pays, on dit parce que, évidemment, le sexe détermine le comportement. C'est faux. On sait très bien en sociologie politique que c'est la fonction qui détermine le comportement. Et quand on voit l'échange qu'il y a eu hier, eh bien, on voit que les femmes n'ont rien à envier aux hommes.
sur ce point-là. Voilà. En tous les cas. Alors, cela dit, je repose un peu ma question, peut-être différemment. Cette fois-ci, on peut dire que tous les coups sont désormais possibles ? C'est le jeu politique. Sincèrement, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est le jeu politique, ça a toujours existé et c'est toujours, on va dire, tant mieux pour la démocratie. Les déplacements du président, notamment celui à Washington, à l'invitation du président américain, étaient intéressants, plus ou moins consciemment. Mouetel Brotherson n'a pas pu s'empêcher de s'imaginer un instant, lui, président d'un pays indépendant, rendant visite au président des États-Unis, première puissance mondiale. Ça a dû lui traverser l'esprit. Alors, je ne sais pas si on peut voir les choses comme ça. Ce qui est certain, en fait, c'est que, et qui est très intéressant pour la Polynésie française, c'est que quand on regarde le statut, les articles du statut sur les relations internationales, soit, je résume, soit il faut l'autorisation de l'État, soit lorsqu'il s'agit des compétences de la Polynésie, eh bien, l'État peut s'opposer à toute relation internationale un mois après. Donc, clairement, on peut dire que les relations internationales de la Polynésie n'existent que très peu. Alors que, et c'est là où ça devient intéressant, à partir du moment où la Polynésie française a été acceptée comme membre à part entière par le Forum des îles du Pacifique, de fait, la Polynésie française a des relations internationales. Pourquoi ? Parce qu'il a été décidé depuis 2019 que les îles, les États et les territoires de l'Océanie étant faibles quand on les sépare, qu'il fallait qu'ils se présentent devant les grands de ce monde rassemblés. Et c'est pour ça qu'ils sont allés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pour ça qu'il y a eu la réunion en Corée, et c'est pour ça que c'était la deuxième réunion qu'il y a à Washington. Alors en réalité, l'intérêt ici, c'est de voir que de fait, la Polynésie française a des relations internationales, combien même ce n'est pas véritablement inscrit dans la loi organique, et ça permet justement à Motei Brotherson, puisque c'est lui actuellement le président, eh bien, d'aller discuter avec les États-Unis et avec d'autres pays au nom du FIP. Alors, on va y revenir sur justement peut-être ce que le statut autorise ou permet. Écoutez, notre confrère de France 2, Franck Genozo, il formulait la question à Mouetel Brotherson de cette manière, justement sur les relations avec les pays de la zone. Vous avez été élu avec un programme qui consiste à amener progressivement la Polynésie française vers un référendum d'autodétermination et peut-être d'indépendance à terme. Est-ce que dans ce processus-là, l'Amérique peut pour vous être un partenaire ? Je pense que l'Amérique, la Chine, la France sont des partenaires naturels de la Polynésie aujourd'hui et demain. La France est notre partenaire historique, notre colonisateur à la base, mais aujourd'hui notre partenaire historique. Les États-Unis, c'est une grande puissance au niveau mondial et c'est une puissance dans le Pacifique. Et la Chine, c'est le géant et l'atelier du monde. Alors là, on se projette un peu, mais là, c'est clairement la question du statut. Qu'est-ce qui permet, jusqu'où est-ce que l'on peut aller dans les relations avec les autres ? Alors justement, je reviens, l'article 14, l'article 39 sont deux articles du statut. Normalement, on ne peut pas aller véritablement très loin. Alors cela dit, il y a la théorie, puis il y a la pratique. La pratique, c'est par exemple Jacques Chirac qui dit en 2003, quand il vient ici, qu'il organise la réunion France-Océanie, que dorénavant, nous allons mettre les Océaniens devant, quand on parle aux Océaniens, ou dans l'Indo-Pacifique, alors c'était pas le terme qui était utilisé à l'époque, on disait Asie-Pacifique, derrière il y avait la France, et derrière la France il y avait l'Union européenne. Cette idée a été reprise par François Hollande quand il était président, lorsqu'il reçoit justement les Océaniens, eh bien quand il reçoit d'abord les Polynésiens, il les fait recevoir d'abord par Édouard Fritsch à l'époque, et par le président de la Calédonie quand il reçoit les Mélanésiens. Tour à tour. Et donc, c'est une mise en scène politique et ici a un intérêt, c'est de dire nous sommes océaniens d'abord. Et donc, si le président Macron, et c'est ce qui apparemment se déroule, a l'intention de continuer cette politique, de mettre en avant l'océanité, on va dire, de la France, eh bien, la France a tout intérêt à
apporter avec elle ou mettre en avant les leaders océaniens. Et c'est pour cela que quand le président de la République s'est déplacé au Vanuatu, il a emmené avec lui le président Mapu et le président Broderson. Alors les Américains sont clairement dans une démarche de séduction vis-à-vis donc de ces États, ces pays, ces îles du Forum du Pacifique. Alors est-ce que c'était du donnant-donnant? La question de Bruno Genozo, elle est un peu dans ce sens. Écoutez. On le sait, les Américains veulent remettre le Pacifique au cœur de leur vision stratégique de politique étrangère pour une raison assez précise. C'est que les Chinois ont gagné en influence dans cette région. Est-ce que vous leur avez fourni des garanties aux Américains? Alors moi, je n'ai pas à fournir de garanties aux Américains. Je pense qu'ils sont assez grands pour connaître, on va dire, les données du problème. J'observe que, tout comme la France, les États-Unis font un retour, je dirais, en termes d'influence, en termes de stratégie de présence dans le Pacifique, puisque tout le monde a constaté effectivement la montée en puissance de la Chine, et ça fait peur à tout le monde. Nous nous plaçons dans une posture de, si vous voulez, de neutralité. Nous ne voulons pas prendre parti pour un bloc ou pour l'autre. En ce sens, nous sommes plutôt alignés avec la stratégie indo-pacifique du président Macron, qui présente la France comme une puissance d'équilibre au milieu de ces deux grands blocs. Et nous réservons le droit de discuter avec tout le monde en bonne intelligence, mais surtout avec, on va dire, en souci permanent, la souveraineté de la Polynésie. Donc alors une posture de neutralité plutôt alignée avec la stratégie indo-pacifique du président Macron, mais nous nous réservons le droit de discuter avec tout le monde, avec comme souci permanent la souveraineté de la Polynésie. Voilà, c'est tout un programme. Alors, en réalité, quand on regarde de très près, il y a les États-Unis sont les leaders de l'Indo-Pacifique, incontestablement, mais ils ont toujours cette idée de bloc, c'est-à-dire que en fait, tous les pays de l'Indo-Pacifique doivent se ranger derrière les États-Unis qui reviennent en force dans l'Indo-Pacifique, avec le Quad, avec l'AUKUS notamment, et avec tous les différentes conventions militaires passées avec certains pays de la zone. Oui, les États-Unis font un retour en force. Alors, à côté de ça, la France a décidé de mettre en avant une troisième voie. On a l'impression encore d'entendre le général de Gaulle qui cherchait une troisième voie pour sortir de cette logique des blocs. Eh bien, nous y sommes encore. Et ce que dit le président Broderson, et c'est ce qu'on appelle le hedging. Le hedging en relations internationales, c'est-à-dire le désir finalement de choisir ses partenaires, mais de ne pas être inféodé à qui que ce soit. Et alors cette troisième voie, qu'on peut appeler aussi hedging, eh bien, finalement, c'est la troisième voie de tous les pays insulaires du Pacifique, en dehors des Salomon qui apparemment sont allés un peu plus loin avec la Chine, mais tous les autres États acceptent de travailler avec l'Indo-Pacifique, mais pratiquent le hedging. Je signale aussi, parce que c'est important, qu'un grand pays comme l'Australie, je veux dire un pays de l'Océanie, un grand pays, l'Australie a passé une convention de libre-échange avec la Chine depuis le 1er janvier dernier, et en même temps est membre de l'AUKUS, du Quad et de l'Indo-Pacifique. Donc on peut dire que même l'Australie pratique ce hedging. Alors après Washington, New York, c'est bientôt avec les Nations Unies. La France veut que l'on enlève la Polynésie de la liste des pays à décoloniser. La Polynésie ou le Tavini, ils vont donc en force avec des arguments, un exécutif, un appareil législatif, 3 députés sur 3. Est-ce que ça peut peser dans les discussions, ça? Alors, il faut comprendre que, d'abord, c'est le point de départ, aux Nations Unies, il y a un respect de la souveraineté des États, ici, qui est quand même le fondement même des Nations Unies. Ce qui veut dire que quand on s'adresse dans ce comité des 24 à la France est souveraine et peut ne pas répondre comme peut répondre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a, depuis la réinscription de la Polynésie dans cette liste des pays à décoloniser, et nous sommes ici dans un système onusien qui prévoit 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est de devenir totalement souverain. Le deuxième cas de figure, c'est d'être totalement assimilé. Et le troisième cas de figure, c'est d'être en self-government. Et donc, l'idée finalement de la France, c'est de présenter la Polynésie française comme un pays qui est en self-government.
Là, on peut dire qu'il y a des difficultés sur le plan juridique, parce que pour être en self-government, il faut avoir le pouvoir législatif et il faut avoir la totalité des relations internationales, à l'instar des Cook et de Niue. D'ailleurs, petite parenthèse, les États-Unis ont reconnu l'indépendance de ces deux États associés à la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, ce qui est un grand pas. L'Union européenne l'avait déjà fait, a reconnu justement la souveraineté des îles Cook et Niue. Ça, c'est une petite parenthèse pour dire que ces États-là et sont souverains, considérés comme souverains par une partie du monde, et non souverains par l'ONU, justement, puisqu'ils ont encore la nationalité néo-zélandaise et la monnaie néo-zélandaise. Ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, je fais une petite parenthèse, c'est que cela prouve que finalement le concept de souveraineté évolue, et évolue considérablement. On peut être considéré aujourd'hui donc souverain et associé à un autre pays. Et ça, c'était très, très intéressant, on peut dire, pour les territoires français pour le futur. Alors ensuite, oui, il y a les débats, évidemment, qui vont se dérouler. Motey Broderson a sorti une nuance quand il était dans l'Hexagone. Il a dit on va parler d'autodétermination et pas véritablement d'indépendance. Et donc, ça va être intéressant par rapport à le reste de la délégation qui, évidemment, on l'a vu l'année dernière et les années précédentes, parle de souveraineté, parle de colonisation, etc., etc. On risque ici, j'attends de voir, avec une dualité dans les réponses au sein même du pouvoir polynésien. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on ne va pas assister à deux courants contraires au sein même du Tavini, avec Oscar Temaru qui est pressé de voir son pays accéder de toute façon à la pleine souveraineté, et dans l'autre sens, un Motey Broderson qui veut prendre le temps, 10 voire 15 ans, avant de consulter la population, il l'a dit. Alors, d'abord, pour Oscar Temaru a déclaré en 2005 qu'il n'était nullement question d'indépendance tant que la Polynésie n'avait pas réglé l'économie, ses problèmes économiques, ses problèmes sociaux. Cette ligne d'Oscar Temaru de 2005, finalement, c'est la ligne de Motey Broderson. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier la campagne électorale. Motey Broderson a fait une campagne électorale en expliquant clairement que l'indépendance n'était pas le sujet de son mandat, qu'il s'agissait essentiellement de lutter contre les injustices, la pauvreté, etc. en Polynésie française. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il s'agissait de rétablir, entre guillemets, la Polynésie sur une figure beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, et beaucoup plus, on peut dire, républicaine, finalement, au bout du compte, puisque les idées de la République, n'oublions pas que c'est le principe fondamental, c'est le principe d'égalité. Et donc, il ne s'agissait pas véritablement de parler d'indépendance dans l'immédiat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens aussi encore sur cette campagne électorale, les autonomistes sont restés majoritaires. Si jamais aujourd'hui ils sont majoritaires en nombre de représentants, c'est parce que le mode de scrutin le permet. Si on était resté à l'ancien mode de scrutin, ce ne serait pas le cas, justement. Et donc, ça amène le président Broderson, justement, et on peut dire avec justesse, à beaucoup plus de modestie sur cette affaire d'indépendance. Et c'est là où on voit que certains membres du Tavini ont l'impression que le Tavini a gagné sur ce thème. Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Il n'y aura pas de guerre des chefs à New York. Alors, j'espère pour la Polynésie que ce ne sera pas le cas, mais quand on voit déjà les relations entre le législatif et l'exécutif en ce moment, on peut toujours se poser des questions. Merci beaucoup, Semir Elwandi, de nous avoir apporté donc votre éclairage sur la situation politique du moment en Polynésie. Merci. Merci.